session Infrastructure municipale géomatique 2011, qui est initiée et organisée par la CSG Section Montréal. Premièrement, nous tenons à remercier notre partenaire principal, le gouvernement du Québec. Nous vous rappelons qu'il est important de bien éteindre vos appareils cellulaires. Puis les présentations de cette session sont d'une durée de 20 minutes, incluant la période des questions. Donc, pour commencer, nous aurons comme présentateur M. Serge Kenan-Cohen, qui est vice-président gestion du territoire et géomatique chez Fujitsu. M. Kenan-Cohen est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en ingénierie de l'École polytechnique de Montréal. Il possède plus de 30 années d'expérience en technologie de l'information et depuis 1981, spécialement dans le domaine de la géomatique. Dans ce domaine, M. Kenan-Cohen a participé à de nombreux projets d'analyse, de conception et de développement de systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des ressources naturelles, la gestion territoriale, la gestion municipale, la gestion des services publics dans plus d'une quinzaine de pays. Donc, il est accompagné par M. Sun Tulé, qui est diplômé en génie civil à la Poly en 1977 et détenteur d'une maîtrise en sciences appliquées en 1979. 3 années chez la firme SNC, M. Lé se joint à l'équipe du ministère des Transports. Depuis 2008, M. Lé travaille pour la Ville de Montréal comme chef de division de l'exploitation du réseau artériel. La division a pour mission d'assurer la gestion des déplacements par le développement et l'exploitation de systèmes de transport intelligents, de feux de circulation et d'éclairage. Il possède plus de 25 ans d'expertise dans le domaine de gestion de la circulation, de planification en transport et de conception des systèmes de transport intelligents appliqués au transport des personnes et des marchandises. Messieurs, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde, ça va bien? Après le dîner avec plein de monde comme ça, c'est très encourageant. C'est pas stressant du tout. Donc, tout d'abord, j'aimerais parler un peu de contexte pour le projet, l'initiative du projet Géotrafic, qui est l'assise de tous les systèmes de transport intelligent à la Ville de Montréal. Je parle un peu du plan stratégique des systèmes de transport intelligent, qu'est-ce qu'on a développé à la Ville. On va mettre une architecture sur ces systèmes-là. Après ça, on va dans le cœur qui est le projet Géotrafic, qui est l'assise de tous les systèmes qu'on va implanter, et la stratégie d'implantation de ce système-là. Le contexte, comme vous savez, depuis longtemps, on sait que malgré le port modal du transport en commun qui accapare les autos, on voit toujours une certaine congestion sur l'île de Montréal. Donc, les coûts socio-économiques ont été évalués en 2003 par le ministère des Transports et s'élèvent à 1,423 milliard. Les systèmes de transport intelligent sont des moyens technologiques permettant d'optimiser le réseau artériel actuel, autoroutier et artériel de l'île et favoriser le transport en commun par rapport à l'autoroute. Maintenant, je vais parler un peu du plan de transport très vite. La Ville de Montréal a adopté son tout premier plan de transport en 2008 suite à une consultation élargie de l'ensemble des intervenants montréalais. Le plan de transport contient des propositions très concrètes dans toutes les sphères d'activité de la mobilité urbaine pour assurer un équilibre plus durable entre les besoins de déplacement et la qualité de l'environnement. Ainsi, le plan propose d'investir massivement dans le développement des modes de transport alternatifs comme la marche, l'actif, le bicycle et le transport en commun. Une des interventions dans le plan de transport est bien, il faut adopter un plan stratégique sur le système de transport intelligent afin d'optimiser les investissements prévus au plan de transport adopté en 2008 et afin de maximiser les retombées des nouvelles technologies d'information et de communication appliquées au transport. Donc, le plan stratégique a été adopté en 2011, au printemps 2011, tel que prévu dans le plan de transport en 2008. La ville a adopté ce plan-là afin d'optimiser tous les investissements qu'ils ont faits dans le plan de transport. Donc, dans le plan de transport, ils ont en tout 21 chantiers, dont 9 qui est déjà sur le transport collectif. Donc, il y a beaucoup d'investissements à faire et on pense que le système de transport intelligent va maximiser l'investissement. Donc, une petite définition sur le système de transport intelligent, c'est quoi? C'est
C'est une gamme de techniques appliquées au transport, en communication, en télécom, pour que rendre les réseaux plus sûrs, plus efficaces, plus fiables et plus écologiques, sans avoir nécessairement à modifier matériellement l'infrastructure existante. C'est-à-dire, au lieu de construire des routes, construire des ponts élargis, on utilise les systèmes pour optimiser l'écoulement. Donc, comme j'ai bien dit, il est adapté en mars 2011, et dedans, le plan stratégique a 10 projets. Donc, est présenté dedans 10 projets, dont 3 projets sont prioritaires dans ce plan stratégique-là. Et le plan stratégique a été développé en collaboration avec tous les partenaires de transport sur l'île de Montréal. On aimerait avoir une certaine concertation sur qu'est-ce qu'on développe, parce que sinon chacun va développer de son bord, et parfois on a des redondances sur le développement. Donc on a 10 projets qui répondent aux besoins de tous les partenaires, ont été inclus dans ce plan, dont 3 qui est prioritaire. Le premier qui est prioritaire, que je vais vous montrer, très prioritaire, c'est le centre de gestion de la mobilité urbaine. C'est ce centre-là qui est déjà en place actuellement en période de test. On n'est pas encore en production, en période de test seulement. Qui fait la relation entre tous les équipements sur terrain et tous les centres de contrôle des partenaires. Donc, on appelle le CGMU, le centre de gestion de la mobilité urbaine. On ne fait pas le monitoring, on fait le monitoring, mais on fait aussi la gestion de la circulation et la gestion des urgences aussi. Donc, on a tout l'équipement qui peut être la plateforme pour avoir une gestion de circulation très avancée pour le XXe siècle. Le deuxième projet qu'on a identifié comme prioritaire est le système de communication. Même si on a un centre, on a des équipements sur terrain, si on n'arrive pas à le parler, à le communiquer, ça ne donne rien pour contrôler ces infrastructures-là. C'est pour ça que le deuxième projet qu'on est en train de faire, c'est le réseau de télécom. Actuellement, la Ville de Montréal a déployé 700 km de fibre optique en dessous de l'île de Montréal pour qu'on puisse relier tous les équipements. C'est juste un exemple pour vous montrer l'anneau que vous voyez ici. L'anneau ici, c'est l'anneau dorsal. C'est tout va être relié vers ce dorsal-là et qui ramène au centre de contrôle qui se trouve sur Brandon ici. Donc, l'anneau final se compose de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nœuds en tout et qui relie tous les feux, tout l'éclairage et tous les équipements terrain. Vous voyez ici un autre exemple. On va faire d'abord un anneau dorsal de 3 nœuds pour tester en reliant tous les réseaux de feu qui sont aux alentours. Et la phase prochaine, c'est la phase finale. Donc ça, c'est un exemple aussi de l'anneau qu'on est en train de bâtir, un anneau première de 4 nœuds, et plus tard, on va extensionner à 8 nœuds. Donc, le troisième projet, qui est le projet géotrafique, c'est lui qui est l'assise de tous nos systèmes. Sans lui, on ne peut rien bâtir comme système de transport intelligent. Donc, je vais laisser la parole à M. Cohen, qui est notre consultant dans ce projet-là. Il va vous parler un peu sur ce projet géotrafique. J'ai le contrôle, j'ai la télécommande. Alors, géotrafique. La définition de géotrafique, ça dit que c'est une base géographique dynamique qui permet de consolider en temps réel plusieurs informations sur le réseau routier de la Ville de Montréal. Essentiellement les entraves à la circulation, les événements planifiés, les incidents, puis les conditions de circulation. Lorsqu'on parle de STI, les termes sont utilisés pour les entraves, les événements et les incidents. On appelle ça des événements prévisibles et non prévisibles. Il y a plusieurs normes. Dans le cas pour rendre ça compréhensible, évidemment, dans le cas du projet, on a utilisé des termes qui sont plus propres à ce qu'on connaît de la ville. Donc, des entraves, il peut y avoir un festival, on bloque temporairement les routes, des événements planifiés, des travaux, essentiellement des incidents, comme c'est marqué, des bris d'aqueduc, des incendies, des accidents. Donc, c'est un outil de gestion de circulation et un outil aussi d'information aux voyageurs. Donc, on veut essentiellement mettre dans une base de données toute cette information, et y compris l'information sur les conditions de circulation.
Où est-ce qu'on en est dans le projet? Tout d'abord, il y avait eu l'étude de besoin, le plan stratégique dont M. Santoulé a parlé il y a quelques minutes. Et ce qu'on a réalisé dans le projet, c'est l'étude de faisabilité. Donc, regarder un peu quel type de structure organisationnelle, technique et financière on devrait mettre en place pour réaliser le projet. Donc, c'est assez standard comme processus d'étude. On a commencé par un diagnostic pour définir qu'est-ce qui était dans le projet, sa portée. On s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qui était dans le projet, qu'est-ce qui était à l'extérieur du projet. Est-ce qu'on allait permettre de faire des itinéraires, par exemple, du point A au point B de la manière plus efficace possible, ou est-ce qu'on se concentrait surtout sur garder la donnée puis la diffuser aux autres? On a finalement défini la solution en termes fonctionnels, technologiques et données, et on a mesuré les impacts, notamment les dollars. Lors du projet, donc, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est qu'on a mis plusieurs intervenants autour de la table afin qu'ils puissent exprimer leurs besoins, puis mieux connaître un peu quels étaient les enjeux qu'ils voyaient dans le projet et les préoccupations reliées à l'implantation du système. Alors, vous avez une liste devant vous. Donc, il y a une liste, mais juste rencontrer tous les arrondissements était déjà un effort important dans la réalisation du projet. Donc, on a procédé en partie par un échantillonnage de certains arrondissements et aussi par un questionnaire. Les besoins. Alors, donc, on a des besoins à différents niveaux. Essentiellement, ce que les gens veulent avoir, c'est la visualisation et la diffusion de l'information, mais de différentes manières. Bon, le web, là, évidemment, c'est assez évident, mais aussi par téléphone. Donc, les gens veulent pouvoir téléphoner et avoir l'information, se brancher puis avoir l'information sur un tweet, par exemple, se faire dire sur son téléphone cellulaire que c'est bloqué avant de partir de la maison. Et évidemment, alimenter les panneaux à messages variables qui font partie aussi du plan stratégique des transports. Au niveau des utilisateurs, ce qu'ils ne voulaient surtout pas, c'est avoir rentré la même donnée deux fois. Les arrondissements, les travaux publics, les personnes qui sont les policiers ne veulent surtout pas être obligés de rentrer la même information deux fois. L'intégrité des données, donc là, on a des données qu'on obtient de sources multiples, donc on voulait s'assurer évidemment qu'elles étaient intégrées, puis pouvoir les intégrer, c'est impliquer les intégrer spatialement, évidemment. Donc, des fois, on a la coordonnée de GPS, ça n'empêche pas que si on est dans un viaduc, etc., bien, il faut savoir si l'accident est en dessous ou au-dessus, etc. Donc, il y avait un certain défi pour répondre à ces besoins-là. On voulait avoir des renseignements sur l'état de la congestion de la circulation, sur les alertes. Donc, on vous avertit le matin qu'il y a un problème, un accident, un feu. Essayez d'avoir l'entrée de l'information une seule fois. C'est un peu avec le non-dédoublement, évidemment. Puis, essentiellement, on s'est dit que finalement, il y avait trois types d'événements. Il y avait les activités, tout ce qui est planifié à l'avance, les incidents, puisqu'on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé, mais en tout cas, ce n'était pas prévu le jour avant ou même la minute avant. Et finalement, les activités de déneigement. Ça a un impact parce que pour alimenter Géotrafic, ça implique que les systèmes qui gèrent ces activités-là, qui existent déjà en partie à la ville, soient essentiellement homogènes et puissent alimenter Géotrafic de manière unique. Et finalement, ce qui était important, c'est de mettre en place des protocoles d'échange avec les autres intervenants, les partenaires, pour qu'on n'ait pas à re-rentrer la donnée ou la télécharger, etc. Alors, ce diagramme, là, qui est assez difficile à lire, montre essentiellement comment l'information circule à la ville présentement. Alors, ce qu'on voit, bon, sans aller en détail, c'est qu'au fond... oups. Non, j'étais correct. Donc, essentiellement, ça montre, par exemple, que pour les incidents, le policier donne l'information directement, puis ça va à un centre de circulation qui l'amène à un endroit. Le citoyen peut alimenter aussi en appelant, en disant qu'il y a un incident. Le citoyen est ici. Le citoyen peut faire une demande de permis. La demande de permis est envoyée. Ensuite, le travail est fait et c'est renvoyé. Les personnes qui font du déneigement rapportent les activités qu'ils font, puis ça retourne aux travaux publics qui le renvoient dans un système. Et finalement, évidemment, le citoyen peut accéder à l'information en général. Évidemment, ceci, c'est plusieurs systèmes à la ville. Puis en plus, étant donné qu'on a des arrondissements, les systèmes ne sont pas homogènes. Donc, c'était réellement une problématique qu'il fallait adresser lors de l'analyse.
Donc, lorsqu'on est arrivé aux objectifs de géotrafic, 5 objectifs essentiellement. Uniformiser l'information à cause de la complexité des échanges de données qu'il y avait présentement. Faciliter l'intégration de données, différentes sources. Donc, il y a une base, ce qu'on appelle une géobase à la rue, c'est-à-dire une structure de noms de rue avec un réseau qui permet de connaître les adresses, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qu'utilise chacun des partenaires. Donc, comment est-ce qu'on intègre le tout? Faciliter l'utilisation de géotrafic, ça va tout seul. Mettre à jour et partager les informations en temps réel et accéder à l'état du réseau en matière d'événements. Donc, évidemment, un des gages de succès, c'était que la fiabilité et la fréquence de saisie des informations. Plusieurs principes directeurs ont été établis pour géotrafic. On a mis en gras ceux qui sont les plus importants. Le premier, la fiabilité de l'information. Donc, vous allez à une journée, puis on vous dit que la rue est barrée, puis elle n'est pas barrée. Vous allez vous en souvenir, puis vous allez peut-être avoir quelques mots religieux avant de parler de la ville de Montréal, mais c'est quand même quelque chose qui est important et qui a un impact directement sur le succès du projet. Ensuite, le deuxième principe qui est important, c'est le respect des normes de système de transport intelligent. Alors là, des normes, c'est pas parce qu'il y en manque, il y en a des dizaines. Et il y a plusieurs organismes qui sont indiqués dans la présentation qui établissent ces normes. L'objectif, c'est que l'information est disponible, elle est gérée par la ville et l'information est ouverte à n'importe qui. Alors, c'est sûr que la ville aura un portail pour accéder à l'information. On pourra s'inscrire à la ville pour une alerte, mais l'idée, c'est que si Google, par exemple, veut aller chercher ces données-là pour trouver le meilleur chemin partant d'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick à une certaine heure, il soit capable aussi d'utiliser cette information-là pour trouver ce meilleur chemin. La même chose, évidemment, avec les partenaires, ministère des Transports, avec les incendies, urgence santé, etc. Donc, le respect de ces normes permet évidemment l'échange de données. Puis le dernier principe, on en a parlé un peu dans les importants, c'est le non-dédoublement de la saisie. Alors ça, c'est un peu l'image de comment est-ce qu'on voit géotrafic. Alors essentiellement, on a... Oups, encore une fois. Il y a trop de boutons dans une télécommande. Donc, le système au centre qui est géotrafic. Donc, ce qu'on dit essentiellement, c'est que les sites externes, Google, Bing, etc., peuvent accéder aux données. Ils vont chercher les données puis ils font ce qu'ils veulent. Donc, on laisse ça ouvert. Quelqu'un va développer une app pour accéder à l'information. Ça sera ouvert à ces personnes-là. Les partenaires qui rendent des données à travers une passerelle qui sera commune, y compris les arrondissements, pourront entrer leurs données et échanger. Donc, la STM qui veut savoir qu'une rue est bloquée, donc détourner un autobus, ou qu'il y a un problème dans le métro, puis nous, on veut le savoir pour avertir les gens. Ça se fait de cette manière-là. Puis de l'autre côté, ce qu'on a, c'est les partenaires à la ville, donc les structures internes qui alimentent, surtout les travaux publics, et vont chercher l'information. Plusieurs défis dans la réalisation du projet, puis vous verrez qu'elles ne sont pas très techniques. Tout d'abord, l'implication de tous les partenaires. Ça, c'est clé, évidemment. Si on a la moitié des partenaires, puis ça marche dans la moitié des arrondissements, puis l'autre moitié, ça ne marchera pas. Si on a juste certains travaux et pas les autres, ça ne marchera pas non plus. La fréquence de mise à jour, donc ça aussi, c'est important. C'est unique, on en a parlé. La fiabilité, on en a parlé. Le positionnement par rapport à d'autres sites grand public. Est-ce que c'est le rôle de la ville d'avoir un site sur la circulation? Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on devrait avoir un site web ville là-dessus ou est-ce qu'on laisse ça au Google de ce monde ou au Bing de ce monde, sans faire de publicité, et on leur fournit l'information? Des défis, évidemment, technologiques et humains, donc s'assurer que la performance est adéquate, que ça respecte les normes de la ville et que les impacts humains soient aussi bien mis en compte. Et finalement, l'aspect critique, c'est l'accès en tout temps à l'information. Essentiellement, on a regardé deux options pour la mise au point de géotrafic, le développement d'une solution sur mesure ou l'acquisition et l'adaptation d'un logiciel. Donc, il y a des pour et des contre à chaque élément, puis comme il reste plus ou moins de temps, je vais aller assez rapidement, mais essentiellement, après avoir regardé les pour et les contre, il y a peut-être une demi-douzaine de logiciels qui font ce type de travail juste en Amérique du Nord. On a décidé que l'avenue à prendre, c'était d'acheter un logiciel et de le configurer et l'intégrer au reste des systèmes à la ville. Les prochaines étapes? Non, vas-y. Alors, les prochaines étapes, alors...
savais qu'en assistant, on y arrivait. Parce qu'il n'y a pas 30 ans, là. Donc, la prochaine étape qu'on a dit, qu'on a fait l'étude de besoin, on a fait l'étude de faisabilité, c'est faisable. L'option qu'on pense qu'on va adopter, c'est un logiciel sur tablette qu'on va adopter. Donc, la prochaine étape, c'est qu'il faut présenter ce projet-là pour aller à l'avant-projet. À la ville, il faut passer par le comité stratégique des technologies pour le prouver, la nécessité d'en avoir ça. Après ça, on organise le projet et on va aller à l'implantation du projet. Donc, le projet va être implanté en 4 livraisons. Alors, je pense que c'est fini, hein? Ouais. C'est ça. Donc, on va implanter dans un seul arrondissement pour tester. Après ça, dans tous les arrondissements. Après ça, on va implanter chez un partenaire un partenaire avec la ville. Exemple, la police ou les incendies, ou le ministère des Transports. Après ça, une implantation auprès du grand public. Donc, c'est ça. C'est un projet de 2 à 3 ans facilement pour l'implantation de ce système-là. Et on tient beaucoup à cœur ça parce que, comme j'ai dit au début, sans ça, on ne pourrait pas communiquer avec la population, on ne pourra pas parler avec les partenaires. Chacun n'a pas, non pas la même information. Donc la gestion du réseau est très difficile. Merci beaucoup. C'est beaucoup de 3 ans. Merci beaucoup, messieurs. On aurait peut-être le temps pour 1 ou 2 questions. S'il y en a qui veulent s'avancer un micro, s'identifier et poser des questions. Il y a des micros de chaque côté de la salle. Dans 3 ans, il n'y aura plus de stress à la Ville de Montréal, entre parenthèses. Vous avez bien compris la conférence midi. Quand tout ça va être en place, est-ce que les chauffeurs de taxi, de camions vont pouvoir, avec des bidules comme iPod, connaître en temps réel qu'est-ce qui se passe dans les rues de Montréal pour éviter les bouchons? Bon, en fait, c'est pas n'importe qui. L'idée, c'est que n'importe qui peut développer une application en utilisant... Le concept, c'est qu'on a des données qui sont ouvertes et normalisées. Donc, n'importe qui peut développer une application pour accéder aux données. C'est peut-être pas le rôle de la Ville de faire un outil spécialement pour les chauffeurs de taxi. Puis toi, tu es chauffeur de taxi parce que tu viens de Québec, mais nous, nous les Montréalais, c'est notre propre auto. Même nous, on veut le savoir. Okay. Donc, l'idée, c'est que n'importe qui a accès à l'information. Et évidemment, parce que la Ville... c'est une partie de cette information-là. Si je pars de Saint-Jérôme puis je veux aller à Montréal, bien, avoir le meilleur chemin, ça implique que Laval, etc., les autres villes, aient cette information-là, mais c'est définitivement l'objectif. Merci. Je m'excuse, Luc, je sais que tu n'es pas de Québec. Là. Il y en a personne. De toute façon, je suis à Montréal au moins 5 jours par mois. Petite question rapide comme ça. Vous parlez beaucoup de la notion des arrondissements. À Montréal, il y a des trous, on s'entend, avec les différentes municipalités, les villes liées. Puis, sachant que les services qui couvrent l'agglomération, comme le SPVM et le service des incendies, est-ce que cet applicatif-là va être utilisé aussi pour ces municipalités-là ou ces endroits-là? OK. Si on revient au concept, là, vous allez voir que le central de la Ville de Montréal n'essaie pas d'être le Big Brother de tout, c'est-à-dire ramasser toute l'information, mais on essaie d'avoir une certaine passerelle, voilà, c'est ça ici. Voyez. Donc, le centre de contrôle que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui va emmagasiner et qui va l'information du central. Mais on a toujours des lignes communiquant avec tous les autres centres des partenaires. Donc, c'est une sorte d'échange d'informations qu'on a. La question, moi, je l'orientais plus en termes de l'information que vous allez collecter. Est-ce que vous allez collecter de l'information dans les municipalités qui sont hors de Montréal, autres que les arrondissements? Non, jusqu'à date, non. Mais on a l'intention d'aller vendre ça quand même, parce que l'île, c'est l'île. Donc, lorsque le projet sera sur la vitesse de croisière, on va le demander. Comme actuellement, à la Ville de Montréal, on a 2400 feux qu'on devrait gérer par le central. Mais à part de ça, on a les villes défusionnées. Donc, on est en train de parler avec eux autres pour qu'on puisse faire la gestion pour ces... Eux autres, ils ont le même chose chez eux, le contrôle avec de leurs feux quand même. Pas d'autres questions, c'est beau, tout est clair. Excellent. Donc, merci beaucoup, messieurs.